Donc, comme je disais tout à l'heure, lors des phases précédentes, nous avons récolté une certaine quantité d'informations, notamment des informations relatives aux adresses IP, au système d'exploitation, les versions du matériel, les versions des logiciels, les protocoles qui sont en service. Donc, en fonction des informations collectées, l'attaquant a déjà une image très précise de la cible qu'il a en face de lui. Donc, cette image va lui permettre de faire quoi? Déjà, de chercher quelles sont les vulnérabilités documentées par rapport à ces différentes cibles. Donc, une fois qu'il connaît ces vulnérabilités, il pourra faire une analyse de ces vulnérabilités. Donc, l'analyse de vulnérabilité, comment vous allez la faire? Vous allez la faire en utilisant ce qu'on appelle des scanners de vulnérabilité. Ça, c'est le traitement automatisé. Ou bien, pouvez procéder manuellement, c'est la méthode la plus fiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toutes ces informations. C'est à vous de chercher au niveau des CVE et au niveau des sites spécialisés quelles sont les vulnérabilités qui existent sur telle version ou bien sur tel port ou bien sur tel service. Donc, une fois que vous avez fait cette phase, là, il est temps de passer vers la phase de hacking proprement dit. Donc, durant cette phase, vous allez essayer de craquer des mots de passe, vous allez essayer d'escalader des privilèges, vous allez essayer d'exécuter des applications, vous allez essayer de cacher des fichiers. Et pour terminer, à la fin, la toute dernière phase, ça va être quoi? Ça va être le fait de couvrir vos traces. Pourquoi est-ce qu'on va parler de couverture de traces? Tout simplement pour ne pas permettre à l'administrateur ou bien au responsable de sécurité système de pouvoir savoir que quelqu'un a pu pénétrer dans leur système. Alors, maintenant, quelqu'un qui va faire du hacking, pourquoi est-ce qu'il va le faire? Donc là, nous allons avoir plusieurs objectifs ou phases, où chaque phase va avoir certains objectifs et certaines techniques que vous devez utiliser. Alors, là, en début, comme on l'avait dit tout à l'heure, votre objectif sera d'accéder au système. Comment? En contournant les contrôles d'accès et en utilisant soit un piratage de mots de passe, en exploitant des vulnérabilités, ou tout simplement en faisant ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Une fois que vous avez fait ça, ça veut dire que vous avez pu rentrer dans le système. Donc, vous êtes au cœur du système. Donc là, vous avez le choix. Vous avez le choix, vous devez faire ce qu'on appelle une élévation de privilèges. Pourquoi? Parce que généralement, quand on accède à un système, on accède souvent avec le privilège le plus bas. Pourquoi est-ce qu'on accède avec le privilège le plus bas? Parce que à chaque fois qu'on a accès à un système, ça veut dire qu'on a fait quoi? Parce que dans 90% des cas, quand vous allez attaquer un site, vous allez l'attaquer à travers son site web. Et généralement, quelqu'un qui sait mettre en place une architecture va accorder aux utilisateurs du site web ce qu'on appelle le moindre privilège. Ça veut dire que si vous pénétrez le système à partir du site web, c'est que vous êtes rentré avec les privilèges les plus bas. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, c'est pour ça que vous devez faire ce qu'on appelle une élévation de privilèges pour acquérir soit les droits d'un utilisateur normal, ou bien d'un utilisateur intermédiaire, voire même les droits d'un administrateur. Dans certains cas, on fait ce qu'on appelle une escalade de privilèges par échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au niveau le plus bas, on monte d'un niveau, on essaie de faire certaines choses, on va dans le mode d'un niveau, on va dans le mode d'un niveau, jusqu'à être super user ou bien être administrateur. Et pour faire ça, généralement, on utilise des vulnérabilités système qui sont assez connues. Une fois qu'on a pu augmenter nos privilèges, il est temps d'exécuter des applications. Alors, ces applications, pourquoi est-ce qu'on va les faire? C'est pour créer un accès distant au système, parce qu'on ne va pas revenir toujours en piratant le système pour différentes raisons, soit parce que les administrateurs vont corriger la vulnérabilité, soit des fois, une vulnérabilité, vous pouvez l'exploiter une fois, ensuite, après, vous ne pouvez plus l'exploiter. Donc, on va aménager un accès permanent à ce système. Donc, on va créer et maintenir notre accès distant. Donc là, on peut le faire soit à travers un cheval de Troie, on peut le faire à travers des backdoors, ce qu'on appelle des portes dérobées, ou bien à travers des logiciels espions qu'on va laisser sur le site ou bien sur le système de la victime. Une fois qu'on a fait ça, il faut... Monsieur, Oui. monsieur, une fois qu'on est dans le système, pourquoi on utilise un cheval de Troie? Alors, parce que ça dépend de votre objectif, parce que des fois, vous êtes dans le système pour faire une action instantanée, donc vous allez la faire maintenant, vous n'allez pas revenir.
comme vous pouvez attaquer un système sur lequel vous voulez revenir une prochaine fois. Maintenant, la question qui se pose, comment vous allez faire pour revenir, par exemple, dans une semaine, bien dans 2 jours, bien dans 3 jours? Est-ce que vous allez refaire tout le travail que vous avez fait avec un risque, une probabilité que ça ne réussisse pas? Non, ça n'a pas de sens. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un cheval de Troie à travers lequel on peut revenir à tout moment. Voilà pourquoi on laisse un cheval de Troie. Comme un backdoor, monsieur. Voilà. Généralement, un cheval de Troie, c'est une backdoor. La backdoor, vous allez voir tout à l'heure dans le cours, on va essayer, parce que chacun de ces points que je suis en train de vous donner maintenant, on va le voir en détail, donc ne vous inquiétez pas. Là, je suis en train de vous donner une vision globale. Ensuite, on va rentrer point par point. Alors, une fois que j'ai mis en place, bien aménagé un accès, disons, distant à ce système, il est temps de masquer les fichiers. Pourquoi est-ce qu'on parle de masquer les fichiers? Parce que moi, quand je suis dans un système victime, quelque part, pourquoi je l'ai piraté? C'est que j'ai envie de faire des choses sur ce système. Donc, il va y avoir de l'activité malicieuse sur le système. Soit je vais leur voler des données, donc ça va être un vol permanent de données, soit je vais modifier leur système, soit je vais faire autre chose. Donc là, il va falloir que cette activité malveillante que je suis en train de faire ne soit pas visible par ma victime. Alors, Vancouver, le cheval de Troie peut être détectable. C'est pour cela qu'on est maintenant dans la phase où on va masquer les fichiers. Donc, on va masquer notre flux d'activité. Et pour ça, on peut utiliser des rootkits ou bien on peut utiliser de la stéganographie, voire même d'autres techniques, par exemple du streaming NTFS ou autre, qu'on va mettre en place dans le but tout simplement de faire en sorte que le flux d'informations et l'activité qu'on est en train de faire ne soit pas visible par les administrateurs ou bien par les utilisateurs de ce système. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il ne faudra pas quand même que les gens puissent remarquer qu'on a fait tout ce qu'on vient de faire. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir effacer nos traces. Et pourquoi effacer les traces? Tout simplement pour cacher toute preuve de la compromission de ce système. La méthode la plus simple, c'est de nettoyer les journaux de log. Parce que, comme vous le savez, les journaux de log enregistrent toutes les activités qui vont se faire sur un système donné. Donc, il est temps d'effacer toute trace au niveau de ces journaux. Monsieur, les rootkits, ce sont des ensembles d'outils que l'attaquant utilise pour masquer les fichiers. Richard, répétez votre question, je ne vous ai pas entendu. Les rootkits, ce sont des ensembles des outils qu'un attaquant utilise pour juste masquer les fichiers. Ou bien il peut faire des attaques avec les rootkits. Alors, pas uniquement masquer les fichiers, on peut faire beaucoup de choses avec des rootkits. Ça, vous allez le voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'on aura le temps de le faire aujourd'hui, sinon, au pire des cas, la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans tous ces détails. Alors, pour répondre à la question de Bekuwa, pas forcément il faut être rapide. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les administrateurs ne vérifient pas les logs chaque minute. Vous pouvez avoir des sites web ou bien des architectures, les administrateurs ne vont vérifier leurs journaux de log qu'une fois par mois. Donc, tout dépend de votre cible. Il y a des cibles où le travail... Alors, ils n'ont pas un système de notification. Alors, tout dépend du système que vous attaquez. Alors, avoir un système de notification, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour cela qu'on fait généralement de la recherche d'informations, etc., pour essayer de voir ce qui se fait. Alors, dites-vous que beaucoup d'entreprises sont comme vous. Je pose la question, M. Vankoua, ça fait combien de temps que vous n'avez pas consulté vos journaux de log? Est-ce que vous les avez déjà consultés un jour? Alors, dites-vous qu'il y a des entreprises où les administrateurs, c'est des gens qui étaient étudiants comme vous, qui sont partis travailler dans ces entreprises, et un journal de log jamais fait. Il y a d'autres entreprises qui possèdent un RSSI qui est à jour, et qui, lui, oblige les gens à regarder les journaux de log au moins une fois par semaine. Donc, tout dépend de l'entreprise. C'est pour ça que la collecte d'informations est quelque chose de très important. Alors, pour répondre à M. Fegroli, est-ce qu'on peut faire un script? Oui, on peut faire des scripts qui vont faire certaines tâches, mais on ne pourra jamais faire un script qui va faire le tout de A à Z.
Alors, effectivement, M. Hamdini, il y a des systèmes automatiques qui notifient l'administrateur à partir des logs, mais il faut les configurer. Et n'oubliez pas quelque chose, les notifications de log contiennent beaucoup de faux positifs. Et souvent, les administrateurs ne font pas attention à ce genre de notifications. Je vous donne un exemple. Vous allez avoir une notification qui va vous dire tel processus est en train d'écrire dans telle partition. Souvent, vous allez avoir des administrateurs qui vont voir bon, processus Adaouche, non, je ne le connais pas, Sacha, c'est bizarre, etc. Maintenant, il y a des systèmes plus avancés qui peuvent détecter d'éventuelles menaces et qui, eux, vont vous bloquer. Mais généralement, c'est des systèmes qui coûtent assez cher et que ce n'est pas toutes les entreprises qui vont les posséder. C'est pour ça que j'insiste toujours et je vous dis, tout dépend de la cible à laquelle vous vous attaquez. Alors, donc, on va commencer par la première étape, qui est l'étape. Ben oui, c'est toujours payant. Les meilleurs sont toujours payants. Et les formules pour les tels systèmes payants, c'est des formules d'abonnement. Ça veut dire que c'est une licence limitée dans le temps. Donc, il coûte excessivement cher. Alors, on va commencer par la première phase qui est l'obtention de l'accès. Alors, avant de parler de l'obtention de l'accès, on va essayer de voir comment sont créés les mots de passe. On va commencer par les plateformes Microsoft. Alors, il faut savoir que sous Microsoft, les mots de passe sont stockés dans ce qu'on appelle une SAM, donc ce qu'on appelle le Database Security Account Management. Cette base de données se trouve dans Active Directory généralement. Et les mots de passe ne sont jamais stockés en clair, mais ils sont stockés de manière hachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas trouver votre mot de passe tel qu'il est, mais vous allez trouver le hash de votre mot de passe. L'authentification, comment est-ce qu'elle se fait? Elle se fait généralement en utilisant le protocole NTLM. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de protocoles NTLM. Vous allez avoir le protocole NTLM et le protocole LM. Donc, ces protocoles vont stocker les mots de passe dans la SAM en utilisant deux méthodes de hash différentes. Donc, on va voir en détail les deux méthodes de hash. Et nous avons des systèmes plus avancés qui vont utiliser l'authentification Kerberos. Donc, il faut savoir que Microsoft, au départ, comment ça se passait? Vous aviez des infrastructures AD qui utilisaient Kerberos, vous avez des infrastructures user, donc par exemple, ceux qui utilisent des workgroups, par exemple vos PC individuels et autres, qui utilisaient uniquement du NTLM. Depuis Windows 10, les choses ont évolué. On a mis du Kerberos pratiquement sur toutes les plateformes. Donc, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement mis à jour tous leurs systèmes d'authentification pour qu'ils utilisent Kerberos par défaut, qui est plus robuste que du NTLM. Alors, si on essaye de voir un peu comment les choses se passent, il faut savoir que le système d'exploitation Windows va utiliser le fichier SAM pour stocker les mots de passe des utilisateurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut savoir que la SAM, elle est stockée sur le fil de fichier. Alors, système root, système 32, config, SAM. Donc, si vous voulez voir votre SAM, allez directement vers Windows, etc. Donc, pour arriver vers le dossier Windows là où vous l'avez stocké, allez vers système 32, config. Ensuite, vous allez trouver votre SAM. Alors, il faut savoir que la SAM, dès que la machine va démarrer, elle va être montée dans le registre, dans la base de registre. Alors, où est-ce qu'elle va être montée exactement? Elle va être montée dans l'entrée HKLM, SAM NTLM. Alors, il faut savoir que le NTLM remplace le HLM qui est susceptible d'être craqué. Pourquoi? Parce que bon, le HLM était basé sur des technologies qui sont devenues obsolètes. Donc maintenant, pratiquement tous les hash que vous le voyez ici au niveau de la figure vont être basés sur du HNTLM. Par contre, il faut savoir que les systèmes Windows prennent toujours en charge le HLM. C'est pour ça que vous voyez à ce niveau-là
Alors, vous allez avoir au niveau de la SAM, quelle est la structure? Vous allez avoir le username, vous allez avoir le user ID, vous allez avoir le HLM et vous allez avoir le HNTLM. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé le HLM? Pour une compatibilité avec les anciennes versions. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils se sont dit, voilà, on a mis en place du HNTLM. Cependant, les anciennes versions, telles que par exemple Windows XP ou autres, nous posent un sérieux problème parce que si on va basculer tous les nouveaux systèmes vers du HNTLM, si une entreprise va mettre en place un Active Directory, par exemple, et qui est là, de nouvelles machines avec des anciennes machines, les utilisateurs de Windows XP ne pourront plus se connecter. Donc, ils ont utilisé la structure au niveau de la salle. Cependant, dès que Vista est apparu, il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité. Donc, juste après Vista, il y a eu 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désactivé le HLM. Donc, toutes les versions à partir de 7, vous allez avoir au niveau du champ HLM, vous allez avoir un vide, tel que vous le voyez ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouvelles versions ne vont utiliser que du HNTLM, mais ils vont garder le champ HLM pour les anciennes versions. Et là, vous voyez que le HLM va être vide au niveau de toutes les nouvelles versions de Windows. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, avec l'option HLM, la taille effective maximale d'un mot de passe était de 14 caractères. Et qu'il était impossible de calculer un HLM pour des mots de passe supérieurs à 14 caractères. Donc ça, c'était avec les anciennes versions. Et la SAM contenait des valeurs factices pour les champs LM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les anciennes versions, donc Windows XP, Windows Millennium, Windows Vista, etc. Si vous mettez un mot de passe de 14 caractères ou moins, il va calculer votre LM. Si vous mettez un mot de passe qui a une taille supérieure à 14 caractères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 14 premiers caractères et il va calculer le H. Donc, tout ce que vous allez rajouter en plus est superflu. Alors, maintenant, si on essaie de voir l'authentification NTLM, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Il faut savoir que le NTLM va utiliser 3 méthodes d'authentification de type challenge. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont utiliser une réponse LM, NTLM version 1 et NTLM version 2. Ils vont utiliser toute la même technique d'authentification. Donc, la seule différence, elle va résider à quel niveau? Elle va résider au niveau du choix de l'algorithme de chiffrement qui va être utilisé. Par exemple, dans une authentification de type NTLM, le client et le serveur vont négocier un protocole d'authentification à travers le protocole Microsoft Negotiated Security Support Provider. Alors, c'est le protocole SSP. Et si vous regardez, donc la négociation, c'est à ce niveau-là. Donc, au moment où vous allez envoyer la requête vers votre contrôleur de domaine. Alors, si on essaie de voir les étapes, par exemple, nous avons un utilisateur qui est à ce niveau-là, qui s'appelle Sheila. Elle va taper son mot de passe. Automatiquement, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer un hash de ce mot de passe en utilisant du NTLM. Ensuite, elle va envoyer une requête d'accès vers le contrôleur de domaine en passant par le protocole SSP. Et là, vous allez avoir au niveau de la phase 4, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre domaine contrôleur de domaine, donc domaine contrôleur, qui va générer une chaîne de caractères aléatoires qui est appelée le nonce. Alors, cette chaîne aléatoire est transmise au PC du client. Donc là, c'est ce qu'on appelle le challenge. Alors, le client, qu'est-ce qu'il va faire durant la phase 5? Donc, à ce niveau-là, il va chiffrer le nonce avec le hash du mot de passe user et il va l'envoyer au contrôleur de domaine. Donc, votre mot de passe
réellement, c'est quoi? C'est tout simplement une clé de chiffrement. Il va être utilisé comme clé de chiffrement. Une fois qu'il lui a envoyé le challenge chiffré, que va faire le contrôleur de domaine? Il va comparer le nonce chiffré que vous avez envoyé avec le nonce qu'il a chiffré lui-même avec le hash de votre mot de passe qu'il possède. Si les deux chiffrements sont les mêmes, vous êtes authentifié, ça veut dire que le mot de passe que vous avez saisi est le bon. Si le chiffrement est différent, ben dans ce cas-là, il considère que c'est une erreur de connexion, donc le mot de passe est erroné. Et là, vous comprendrez tout simplement qu'au niveau d'un domaine, le mot de passe n'est jamais transmis vers le serveur. Ni le mot de passe, ni le hash du mot de passe. Donc, ce qui est transmis vers le serveur, c'est le nonce crypté. Oui, Hamdini. Monsieur, vous pouvez récapituler, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Monsieur Hamdini, je vous entends très mal. Monsieur Hamdini, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, parce que je vous entends très mal. Ou bien écrivez. D'accord, je répète tout de suite. Alors, à la troisième étape, qu'est-ce qui va se passer? Le client va envoyer une demande de connexion au contrôleur de domaine. Il va lui dire, voilà, j'ai envie de m'authentifier. Le contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer une chaîne aléatoire. Ça peut être n'importe quoi, une chaîne de caractères ou classe. Il va l'envoyer sous forme de challenge vers le client. Mais il ne va pas l'envoyer en clair, il va l'envoyer sous forme chiffrée. Il va la chiffrer via un protocole propre à Microsoft, qui est le protocole SSP. C'est Microsoft Negotiated Security Support Provider. Une fois la chaîne arrivée vers le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le hash du mot de passe que vous avez saisi. Donc, vous avez tapé, par exemple, votre mot de passe password. Il va hasher password en utilisant le NTLM, ou bien le NTLM2, tout dépend de la version que vous avez. Il va générer un hash. Avec ce hash, il va crypter la chaîne aléatoire qui a été transmise par le serveur. Ensuite, il va prendre la chaîne aléatoire chiffrée et il va l'envoyer vers le serveur. Donc là, il n'envoie pas le mot de passe. Il n'envoie pas le hash du mot de passe, mais il va envoyer la chaîne chiffrée avec le mot de passe comme clé. Une fois la chaîne chiffrée arrivée vers le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Le serveur possède déjà le hash de votre mot de passe. Il va chiffrer lui-même la chaîne aléatoire avec le hash et il va comparer les deux chaînes chiffrées. Si les deux chaînes chiffrées sont les mêmes, automatiquement, il va dire vous avez accès. Si les deux chaînes chiffrées sont différentes, il va vous dire erreur de mot de passe, l'accès est rejeté. Monsieur, le client chiffre le mot de passe avec... J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il fait le client? Le client ne chiffre pas le mot de passe. Le client, vous avez vu quand vous saisissez le mot de passe, username, password. Oui. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va hacher le mot de passe que vous avez saisi. Une fois qu'elle l'a haché, elle va envoyer une requête vers le serveur en lui disant je veux me connecter. Le serveur va lui envoyer une chaîne aléatoire. Votre machine va prendre la chaîne aléatoire, elle va la chiffrer en utilisant le mot de passe, en utilisant le hash de votre mot de passe. Et elle va l'envoyer vers le serveur. Ça veut dire qu'elle n'envoie pas votre mot de passe et elle n'envoie pas le hash du mot de passe, mais elle envoie la chaîne aléatoire qui est ce qu'on appelle le challenge généralement, chiffré. D'accord? D'accord, merci monsieur. Alors, maintenant, si on essaie de voir l'authentification Kerberos. Alors, il faut savoir que Kerberos est un protocole d'authentification réseau qui fournira ce qu'on appelle Strong Authentication, donc une authentification forte pour les applications client-serveur en utilisant la cryptographie. En utilisant la cryptographie à clé secrète, donc ce qu'on appelle la cryptographie symétrique, et c'est une authentification mutuelle qui va se faire entre le serveur et l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur authentifie l'utilisateur et l'utilisateur va authentifier le serveur.
Donc, les messages utilisés via ce protocole seront protégés contre les attaques de type rejeu et les écoutes clandestines. Les attaques de type rejeu, ça veut dire qu'un utilisateur peut capturer le paquet et le renvoyer par la suite. Donc là, il y a un mécanisme qui permet de protéger contre ça. Ça, on va le voir tout de suite. Et il protège contre les écoutes clandestines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les paquets sont chiffrés. Alors, Kerberos va utiliser quoi? Il va utiliser ce qu'on appelle un KDC. C'est tout simplement le Key Distribution Center que vous voyez à ce niveau-là. Alors, le KDC, c'est quoi? C'est tout simplement un tiers de confiance qui se compose de deux parties qui sont logiquement distinctes. Alors, ce qu'on appelle Authentication Server, donc le AS, et le Ticket Guaranteeing Server, le TGS. Alors, le mécanisme d'authentification de Kerberos, comment il fonctionne? Il va fournir tout simplement à un utilisateur un ticket d'octroi de ticket, ce qu'on appelle le TGT, Ticket Guaranteed Ticket, qui servira de post-authentification pour les futurs accès à des services spécifiques. Donc, en quelque sorte, vous allez avoir une connexion unique via laquelle vous n'allez pas avoir besoin de ressaisir votre mot de passe à chaque accès. Notamment s'il y a par exemple une communication directe entre des serveurs d'application et le KDC. Donc là, les tickets seront mis à l'intérieur de votre ticket de service par le TGS et vous ne pouvez atteindre le service que si vous êtes prêt à y accéder. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est comme si, au lieu de... Imaginez que vous avez plusieurs services. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez que vous partez à un parc d'attractions. Il y a plusieurs attractions. Au lieu d'aller vers chaque attraction et de vous authentifier avec un mot de passe auprès de chaque attraction, donc d'avoir une carte, par exemple, pour vous accéder, vous allez avoir un kiosque qui est quelque part dans le parc. Vous allez vers ce kiosque. Il va vous donner un ticket avec une limite temporelle. Alors là, c'est important. Donc, avec une date d'expiration. Et il va vous dire, à chaque fois que vous voulez vous authentifier dans un jeu, présentez-leur leur ticket. Votre mot de passe, ce n'est pas la peine de le donner à chaque fois. Donc, à chaque fois que vous partez, vous leur donnez le ticket. Eux, ils vérifient le ticket. Est-ce qu'il est signé par avec le kiosque qui est le KDC? Oui, il est signé par le KDC. Est-ce qu'il est toujours valable dans le temps? Il est toujours valable dans le temps. Et il vous laisse rentrer à votre attraction. Et rebelote avec l'attraction suivante, etc. Mais dès que votre ticket sera expiré, on va vous rejeter l'accès partout en vous disant, ben, le ticket a expiré, il va falloir ramener un autre ticket. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, si vous n'avez pas de questions. Donc. Alors, là, on commence à arriver vers les parties qui sont un peu plus intéressantes. Alors, il faut savoir que tous ces un mot de passe, ça peut être craqué. Il existe énormément de techniques pour craquer, extraire les mots de passe à partir de l'OS de votre machine. Donc là, on va utiliser différentes techniques, soit sur des machines vulnérables ou non. Donc ces techniques vont réussir tout simplement parce que les mots de passe qui sont faits par l'utilisateur, soit ils sont faibles, soit ils sont facilement devinables. Il n'y a pas une autre raison pour pouvoir craquer un mot de passe. Donc, vous remarquerez que toujours l'erreur vient du facteur humain. Alors, il faut savoir que pour craquer les mots de passe, nous avons généralement 4 techniques de base. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les techniques non électroniques. Dans ce cas-là, l'attaquant, vous n'avez pas besoin d'avoir aucune technique aucune connaissance technique préalable. Donc là, vous allez faire ce qu'on appelle le shell surfing, du social engineering ou bien du dumpster diving. Alors, ça veut dire quoi en d'autres termes? Si on essaie de parler en langage humain, ça veut dire soit kharaj, ça veut dire quoi? Quelqu'un est en train de taper son mot de passe, vous regardez par-dessus son épaule, ou regardez son clavier ou autre, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est en train de taper. Vous allez faire du social engineering, ça veut dire que vous allez exploiter la vulnérabilité des êtres humains. Après ce cours, normalement, ce chapitre, on aura un chapitre dédié au social engineering et aux différentes techniques utilisables dans ce domaine.
Ou bien du dumpster diving, ça veut dire quoi? Vous allez aller fouiller dans les poubelles. C'est aussi simple que ça. Vous avez ce qu'on appelle les attaques actives en ligne. Donc là, ils sont effectués via une communication avec la machine victime. Donc c'est là, ça commence à être plus technique. Donc on va communiquer avec la machine victime. Soit on va utiliser des attaques par dictionnaire, par brute force, ou bien par des injections de hash, ou bien on va essayer de deviner, ou bien on va utiliser des spyware, des keyloggers, etc. Ça, on le verra tout à l'heure. Soit on va faire tout simplement ce qu'on appelle des attaques passives en ligne. Donc là, on ne va pas communiquer avec la machine tierce, donc avec la machine cible. Donc on ne va pas interroger la machine, mais on va se mettre en écoute. Soit on va faire une attaque par rejet, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, ça veut dire que quelqu'un a envoyé un mot de passe, on l'a capturé, on va le renvoyer plus tard. Soit on va faire un man in the middle, soit on va faire du sniffing. Ou bien on va faire ce qu'on appelle des attaques hors ligne. Les attaques hors ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pu récupérer le fichier de mot de passe à partir de la cible et qu'on va essayer de craquer sur notre propre machine. Là, on peut parler d'attaque distribuée ou bien on peut parler de ce qu'on appelle les rainbow tables. Là, elles sont disponibles sur Internet, elles sont assez volumineuses, tout comme vous pouvez les générer. Mais bon, si vous voulez les générer, je vous souhaite du courage. Ça vous prendra entre 12 à 36 heures pour générer des rainbow tables. Vraiment digne de ce nom. Parce que vous pouvez générer des rainbow tables en 2 heures de temps, mais ça va être des tables tellement pas riches ou bien tellement limitées que vous n'allez pas pouvoir craquer grand-chose avec. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des attaques non électroniques. Bon, on a parlé un peu du social engineering, où le principe consiste à convaincre les gens à révéler leur mot de passe d'une manière ou d'une autre. Ça, on pourra le voir par la suite. On a parlé du shoulder surfing, là, je vous avais expliqué, ou bien du dumpster diving, où on va essayer de récupérer des informations dans les poubelles. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut trouver comme information dans les poubelles des entreprises. C'est inimaginable, mais malheureusement, c'est vrai. Alors, là, on va s'intéresser aux attaques actives. Donc, par exemple, une attaque par dictionnaire, brute force, ou bien une attaque basée sur les règles. Alors, une attaque par dictionnaire, ça veut dire quoi? Alors, un fichier dictionnaire, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier qui va contenir tous les mots de passe possibles et inimaginables. On ne parle pas d'attaque par brute force, donc de chaîne aléatoire, mais beaucoup plus par des mots qui sont utilisés par les utilisateurs. Par exemple, dans un dictionnaire, vous allez trouver password, écrit de différentes manières, vous allez trouver des noms propres, vous allez trouver pas mal de mots utilisables. Et là, les dictionnaires de mots de passe, vous allez en trouver plein sur Internet. L'attaque par brute force, c'est une attaque qui est beaucoup plus lente que l'attaque par dictionnaire. Pourquoi? Parce que ce sera à vous de définir l'alphabet que vous voulez utiliser. Par exemple, les lettres de l'alphabet, vous ajoutez les chiffres, les caractères spéciaux, etc. Et vous allez avoir un programme qui va tester toutes les combinaisons possibles et imaginables. Il va commencer par mettre un caractère, A, B, C, D, E, F, etc. Ensuite, il va mettre 2 caractères, 3, 4, 5, etc. jusqu'à trouver le mot de passe. Et là, ça risque de durer une éternité. Alors, l'attaque basée sur les règles est une attaque un peu plus évoluée. Alors, pourquoi? Parce que là, ça veut dire qu'on possède certaines informations sur le mot de passe. Comme exemple d'information, je sais par exemple que le mot de passe est composé de 14 caractères. Je sais qu'il est composé, par exemple, de minuscules, majuscules, caractères spéciaux. Je sais, par exemple, qu'il commence par la lettre A. Donc là, je possède certaines informations qui me permettent de mettre en place une expression régulière que je vais utiliser pour générer ce mot de passe. Alors, maintenant, on passe vers les attaques en ligne actives, ce qu'on appelle deviner le mot de passe. Alors, il faut savoir que la fréquence d'attaque est vraie, plus elle est inférieure, plus le taux d'échec est élevé. Généralement, c'est une technique où l'attaquant va créer une liste de mots de passe possibles à partir de certaines informations qu'il a collectées grâce soit à l'ingénierie sociale ou bien à d'autres techniques. Et il va essayer de craquer le mot de passe manuellement sur la machine de la victime. Donc, comment est-ce qu'il va procéder? Il va d'abord essayer de trouver un utilisateur valide. Il va créer la liste de mots de passe possibles. Il va classer ces mots de passe par ordre de probabilité.
Ensuite, il va introduire chaque mot de passe jusqu'à trouver le mot de passe correct. Maintenant, vous allez me dire, mais d'où est-ce qu'il va ramener cette liste de mots de passe? Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'ingénierie sociale? Imaginons que la cible, c'est Ishaq. Alors, il va commencer par se dire, ça peut être son prénom, ça peut être sa date de naissance, ça peut être le nom de sa mère, ça peut être le nom de son frère, sa soeur, son petit copain, les choses qu'elle aime, etc. Et il va essayer de faire toute une liste de mots de passe, le nom de son chat, par exemple, comme le dit, etc. Donc, il va essayer d'établir une liste de mots de passe possibles. Il y a aussi ce qu'on appelle les mots de passe par défaut. Il faut savoir que dans les milieux professionnels, souvent, les gens laissent leurs mots de passe par défaut. Ils ne les changent pas. Par exemple, vous allez avoir les mots de passe dans les switches, dans les routeurs, ou bien pour certaines applications, les mots de passe de ces applications seront par défaut, ou bien les mots de passe des serveurs ou autres. Pour retrouver les mots de passe par défaut, vous avez des sites spécialisés pour ça. Donc, je vous ai donné une liste de certains sites. Vous leur donnez uniquement la version du logiciel ou bien le nom de l'équipement et c'est le site qui va vous donner directement le mot de passe qui s'y prête. Alors, à titre d'exemple, je vais ouvrir l'un des sites. Attendez. Je vous ramène votre la page. Je prends au hasard. Alors, vous avez par les lettres d'alphabet pour les logiciels ou bien les équipements. On va prendre, bon, on a des Ishaq, on va prendre le I par hasard. Alors, je prends Intex par exemple. Ma pub. Alors, là, j'ai tous les devices Intex. Bon. Alors, ils ont un organiseur. L'organiseur a un seul mot de passe par défaut. Je clique dessus. Et là, alors, mot de passe, non. Donc, il n'a pas de mot de passe, monsieur. Il n'a pas de mot de passe par défaut. Bon, j'ai pris le mauvais exemple. Alors, on revient vers notre index. Non. Si je prends ATTO, alors il vous dit case sensitive, donc il est sensitif au mot de passe. Le password, username, name, password, admin, password, c'est tout simplement password avec P majuscule. Et là, il vous dit tout simplement, il vous fait la remarque case sensitive. C'est-à-dire si vous le tapez avec un P minuscule, ça ne va pas marcher. Bon, là, c'est un exemple. Bon, vous pouvez vous amuser à aller chercher ce que vous voulez, Cisco, Citel, Canon. Si je prends Canon par exemple, j'ai deux types d'équipements Canon. Bon, il y a des sites plus intéressants que celui-là aussi. Hein. Ce n'est pas l'un des sites les plus... Alors, username admin, password Canon. Alors, toujours dans les attaques en ligne actives, on peut faire nos attaques en utilisant des chevaux de Troie, des spyware, des keyloggers. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaquant devra installer le cheval de Troie, le spyware ou le keylogger sur la machine de la victime pour essayer de récupérer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Donc ça va être des outils qui vont s'exécuter en arrière-plan et qui vont envoyer l'information à l'attaquant. Maintenant, comment les installer? Ça peut se faire de différentes manières. Soit vous les envoyez par mail, soit vous envoyez un URL vers un site web malveillant et là, ça va être téléchargé à l'insu de l'utilisateur. Donc là, ça dépendra uniquement de votre imagination.
soit vous allez installer un keylogger matériel vous-même sur la machine de la victime. Donc là, vraiment, vrai sens du mot, tout dépend de votre imagination. Peut faire aussi ce qu'on appelle une injection de hash. Bon, dites-moi, vous avez un cours là tout de suite ou vous n'avez rien? Monsieur Benkouwa, on n'a pas encore piraté le système, rappelez-vous. On est dans la première phase, on essaie de craquer le mot de passe pour accéder au système. Le piratage ne s'est pas encore fait, je répète. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à 9 h maintenant? Pour voir si on a le temps de faire cette diapo ou bien je vous libère. D'accord, si vous n'avez rien, on fait uniquement, on termine les attaques en ligne active et je vous libère. Alors, donc, les attaques en ligne active, elles permettent à l'attaquant d'injecter un hash compromis dans une session locale. Et on va utiliser le hash pour accéder aux ressources réseau. Alors, il faut savoir que dans les attaques par injection de hash, le hash et d'autres, on va utiliser le hash et d'autres techniques cryptographiques dans ce type d'attaque. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura besoin d'extraire le log de l'utilisateur au niveau du hash. Et il doit le stocker qui est stocké au niveau de la SAM. La SAM, on l'avait vu tout à l'heure. Et comment est-ce qu'il va le faire? Il va essayer de compromettre la station de travail de l'utilisateur ou le serveur en essayant d'exploiter une vulnérabilité pour obtenir un accès à la machine. Donc, une fois qu'il a compromis la machine, il va extraire le hash du mot de passe ou bien de l'administrateur. Alors, si on essaie de voir ici les étapes, donc, l'utilisateur va essayer de se connecter au serveur en utilisant un hash qui est stocké dans la table SAM, dans sa propre SAM. L'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compromettre le serveur en utilisant un exploit local ou un exploit à distance. Il va essayer d'extraire le hash à partir de la SAM et il va injecter le hash pour avoir une session locale au niveau de la machine de la victime. Alors, il y a une autre approche qu'on peut faire, ce qu'on appelle le LLMNR et le LBTNS poisoning. Alors, le LLMNR, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Link Local Multicast Name Resolution. Et le NBTNS, c'est le NetBIOS Name Services. Donc, généralement, ces deux éléments qui sont très utilisés par le système d'exploitation Windows pour effectuer une résolution de nom à les autres présents sur le même lien. Donc, généralement, Windows utilise l'un des deux protocoles par défaut. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire un sniffing au départ. Une fois qu'il a fait son sniffing, il va essayer de déchiffrer le hash NTLM version 2 qu'il a obtenu à partir du processus d'authentification de la victime. Ça veut dire quand la victime va essayer de s'authentifier, vous allez capturer le paquet. Ensuite, vous allez essayer de le déchiffrer. Donc, les informations que vous allez extraire vont être utilisées pour vous connecter directement au système de l'autre. Là, pour le faire, vous avez des outils qui existent sous Kali, que vous allez pouvoir utiliser, ou bien qui existent sous Parrot. Normalement, vous allez voir ça en TP. Normalement, je vais vous faire un laps sur lequel vous allez pouvoir le faire directement. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les monologues internes. Alors, là, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement effectuer une attaque monologue interne en utilisant le protocole SSPI, ce qu'on appelle Security Support Provider Interface. Donc là, vous allez avoir une application en mode utilisateur ou bien tout simplement un appel de procédure locale. Donc, vous avez une application qui va faire appel au package d'authentification NTLM
Donc, vous allez invoquer cet appel pour tout simplement calculer la réponse net NTLM dans le contexte de l'utilisateur qui est connecté. Ça veut dire en quelque sorte, c'est comme si vous allez vous soustraire à l'utilisateur lors du calcul. Donc, comment vous allez faire? D'abord, vous allez désactiver le contrôle de NTLM version 1. Vous allez extraire le nonce à partir de la session active. Une fois que vous l'avez extrait, vous allez faire quoi? Vous allez essayer d'interagir localement avec le NTLM SSP pour obtenir une réponse NTLM version 1 de la part du serveur. Une fois que vous l'avez eu, vous allez restaurer le contrôle de sécurité NTLM version 1, donc vous allez le remettre en place. Vous allez essayer de craquer le hash NTLM en utilisant les rainbow tables dont on a parlé tout à l'heure. Et une fois que vous avez pu le craquer, bon, ça peut prendre très peu de temps si le mot de passe est faible, comme ça peut prendre une éternité si le mot de passe est complexe. Donc là, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment un contrôle. Ensuite, vous allez utiliser le hash craqué tout simplement pour accéder à la machine de la victime. Alors, si vous avez affaire à du Kerberos, donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander au TGT un ticket à partir du KDC et vous allez essayer de craquer le ticket pour obtenir le mot de passe de l'utilisateur. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de simple. Alors, il faut savoir que craquer un ticket, c'est quelque chose de très complexe. Mais, comme je l'ai dit précédemment, tout dépend du mot de passe de l'utilisateur. Si le mot de passe est faible, s'il est devinable, vous allez pouvoir le faire facilement. Par contre, si c'est un mot de passe robuste, là, c'est pratiquement, ça rentre dans le domaine de l'infaisable. Sauf si vous disposez d'une vraie puissance de calcul qui est derrière. Là, vous avez plus de chances d'optimiser le processus. Bon, pour l'attaquant en ligne active, ce qu'on appelle pass the ticket attack. Alors, là, il faut savoir que c'est une technique qui est utilisée pour authentifier un utilisateur toujours auprès d'un système Kerberos sans fournir le mot de passe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si on veut effectuer cette attaque, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir dumper des tickets Kerberos pour des comptes légitimes à l'aide d'un outil de vidage, d'authentification et d'identification. Ces outils, vous pouvez les télécharger, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez lancer une attaque passe de tickets, soit en essayant de voler le TGT d'une machine de l'utilisateur final, soit en volant le ST du serveur. Donc, vous allez compromettre le serveur. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est de vous faire passer pour l'une des deux parties. Et là, vous allez utiliser le ticket que vous avez récupéré pour obtenir un accès non autorisé au service réseau de la cible. Donc là, vous avez des différents outils pour le faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez les télécharger. Vous avez Mimikatz, vous avez Rubeus, qui va vous permettre de forger, si vous voulez, ces faux tickets au départ que vous allez dumper vers le serveur Kerberos. Maintenant, il y a d'autres attaques en ligne active. Donc, vous avez le fingerprinting attack, le Prince attack, Toggle case attack, etc. Chaque attaque est basée sur des techniques qui lui sont propres. Et il faut savoir que ce type d'attaque, bien qu'elles sont efficaces dans le temps, elles tendent à être inefficaces, de plus en plus inefficaces, tout simplement parce que les systèmes sont en train de renforcer leur sécurité pour pouvoir lutter contre ce type d'attaque. Alors, chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un OS, ils essaient de se prémunir contre ce type d'attaque. Et ça devient des attaques beaucoup plus longues à réaliser. La seule faiblesse qu'on peut toujours utiliser, c'est le fait que les utilisateurs sont inconscients et qu'ils mettent en place des mots de passe qui sont relativement faibles. Bon, avec ça, on aura fini les attaques actives. La prochaine fois, on verra les attaques passives en ligne et on continuera avec les autres étapes du hacking. Donc, je répète, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on n'a pas eu encore accès à la machine de la victime. Donc, on n'a pas pu la craquer, on n'a pas pu y accéder. L'attaque de la machine de la victime est en train de se faire. Donc là, on est vraiment dans la première phase où on essaye de craquer un mot de passe.
Vous allez voir par la suite, si on ne peut pas craquer le mot de passe, il y a d'autres approches qu'on va utiliser pour accéder à la machine de la victime. Sur ce, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là.